La Fed a beau avoir confirmé et toujours prévoir 3 baisses de taux d'intérêt directeurs cette année, les marchés commencent un petit peu à douter du rythme de cet assouplissement monétaire. Bonjour Wilfried. Bonjour David. Wilfried Galland, directeur stratégiste chez Montpensier Finance. Cette probabilité de voir une baisse de taux, une première baisse de taux en juin de 25 points de base de la Fed, elle est tombée à 50% quand on regarde le baromètre FedWatch de CME Group. Il y a un doute, on était à 70% il y a un mois. Il y a un doute quelque part qui peut s'expliquer très bien, mais aujourd'hui qui s'est instillé dans la tête des investisseurs comme quoi peut-être que la Fed n'en ferait pas autant cette année et pas aussi vite. En fait, pour l'instant, en tout cas, je dis bien pour l'instant. Et pour de bonnes raisons d'ailleurs. Ouais, voilà, je dis pour l'instant parce qu'on va avoir des statistiques de l'emploi très importantes vendredi, mais pour l'instant, la Fed d'une certaine manière peut se payer le luxe d'attendre. C'est pas comme la Banque Centrale Européenne. Elle a du temps pour agir. Voilà, en fait, quand on regarde les statistiques qui sont sorties dans les quelques derniers jours, en particulier les fameux indicateurs des directeurs d'achat du secteur manufacturier, l'indice ISM qui est extrêmement regardé, là il est de nouveau en territoire d'expansion. Il était depuis plusieurs mois en territoire de contraction, là de nouveau il est en territoire d'expansion. Et il remonte pour la première fois depuis 2022. Là aussi c'est un très bon signal. Tout ceci nous fait dire que si on regarde de façon instantanée l'économie américaine, elle est résiliente, elle est robuste. On se dit qu'elle est résiliente et donc baisser les taux rapidement, en fait c'est peut-être prendre un risque pour la Réserve fédérale qu'aujourd'hui n'est pas nécessairement payant. Alors ça ne veut pas dire qu'ils ont autant de temps que ça probablement pour agir parce que plus ils attendent, plus potentiellement l'économie américaine peut se dégrader. C'est surtout en fait on sait que l'économie réagit avec un temps de retard très important par rapport au changement monétaire. Donc si vous changez le prix de l'argent maintenant, ça veut dire que vous allez avoir les premiers impacts probablement dans 8, 9, 10 mois. Donc il faut véritablement avoir une vue longue. Est-ce que sur la vue longue, ça se justifie aujourd'hui d'avoir des taux d'intérêt américains à 5,50? C'est pour ça que quand même les marchés continuent à avoir en tête d'avoir quelques baisses de taux cette année. Non, ça ne se justifie pas. Il n'y a pas de socle aujourd'hui. Ouais. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, instantanément, l'économie va bien. Et donc, pourquoi ne pas laisser les choses en l'état? C'est un petit peu ce qui peut trotter dans la tête, au moins de certains membres de la Fed. Pas de tous, mais de certains membres de la Fed. Mais cette résistance, encore une fois, de l'économie américaine, ces bons chiffres, cette bonne nouvelle du côté de l'activité industrielle, ça plaide peut-être pour qu'il y ait ce risque de report de baisse de taux de la part de la Fed, ou en tout cas de baisse de taux en cumulé qui serait moindre, à la fois peut-être pas en juin, peut-être un peu plus tard, ou en tout cas peut-être pas autant. Aujourd'hui, le marché price 65 points de base. On était il y a quelques mois à 150 points de base. 65 points de base, ça fait 2 baisses et demie. Hein. Enfin, c'est une moyenne, bien sûr. Je pense que le vrai sujet pour les investisseurs et pour les marchés, c'est est-ce qu'on peut avoir une remontée de l'inflation par les matières premières. C'est pas tellement le fait que... Mais on le voit, le baril, là. On est à 90 $ quasiment. Exactement. Et ça, moi, ça m'inquiète bien davantage que le fait qu'on ait une inflation résiliente dans les services. Vous savez, bon, on point là-dessus. En fait, les services n'ont jamais déclenché de boucle inflationniste. Jamais, ça s'est jamais vu. Donc, éventuellement, ça peut retarder un peu la baisse de l'inflation, mais c'est pas le problème. En revanche, quand on regarde en économie, on appelle ça le triangle de Gordon. Le triangle de Gordon de l'inflation, on commence par les matières premières, ensuite c'est les biens, ensuite c'est les services, ensuite c'est les salaires. Et là, on revient aux biens, on revient aux matières premières. Exactement. Et 15% de hausse du pétrole depuis le début. Exactement. Et c'est la même chose qu'on voit. Alors, c'est moins spectaculaire, mais on le voit également sur le cuivre. Donc, en fait, qui est un élément indispensable à de nombreuses industries. On est à 9 000 $ la tonne, c'est ça? Voilà, exactement. On n'est pas au plus haut. Hein. On n'est pas au plus haut, mais là aussi, on était en dessous de 8 000. Là, de nouveau, on commence... Quand on pourrait parler du cuivre, on pourrait parler du lithium, on pourrait parler du... Parce que le cuivre, c'est le métal industriel par excellence. C'est celui dont on a besoin partout. Vous voulez faire de l'énergie, vous avez besoin du cuivre. Vous voulez faire de l'industrie, vous avez besoin du cuivre. Vous voulez faire des routes, vous avez besoin de cuivre à un moment donné pour équiper vos routes. Vous avez besoin de cuivre partout. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, on a cette pression liée probablement à des indicateurs chinois aussi meilleurs qu'attendus. Donc, l'économie allant mieux, on a cette pression sur les matières premières et donc il ne faudrait pas qu'effectivement on ait cet effet d'entraînement qui puisse commencer à se matérialiser. C'est pour ça que les investisseurs sont prudents. Alors ça nous met, nous, Européens, dans une situation un peu compliquée parce que nous, on n'arrête pas d'avoir des indicateurs qui flanchent. Ouais. Donc clairement... Donc ça plaide pour une BCE qui dégainerait avant la Fed. Oui, clairement. Même si historiquement, je ne suis pas sûr qu'on ait déjà assisté à ça. En tout cas, pas dans des délais de 2 ou 3 mois, comme on pourrait effectivement l'avoir. On voit que ce matin, ce mercredi matin, on a les chiffres d'inflation européenne sont encore ressortis en dessous des attentes. On a vraiment en Europe l'impression qu'il est probablement déjà un peu tard pour baisser les taux, mais il faut le faire vite parce que à la fois les pressions inflationnistes sont là en train de baisser rapidement
Et l'économie a véritablement du mal à repartir. On se stabilise en Europe, hein. Il n'y a pas de catastrophe. On est en train de se stabiliser, mais on se stabilise quand même à des niveaux hyper bas. Évidemment, rien à voir avec les Américains. D'ailleurs, on se dit que c'est dingue de se dire qu'aujourd'hui, on a une petite nervosité, entre guillemets, des investisseurs sur le marché obligataire, qui d'ailleurs avait une conséquence fiable, même si le marché action s'est repris aujourd'hui. Et ça veut dire que de très bonnes nouvelles sur le front de l'économie américaine créent des tensions sur le marché obligataire, ce qui est logique, hein, vous me direz. On a le 10 ans américain qui est à 4,40%, on est bien remonté, mais tout ça part d'une bonne nouvelle. L'économie américaine est résiliente, robuste, solide. Effectivement, ça c'est la bonne nouvelle, mais il ne faut jamais oublier que dans les plaques tectoniques de l'économie, ce qu'il faut regarder quand même, ce sont les matières premières. Moi je suis convaincu qu'au-delà des bons chiffres de l'économie qui rassurent quand même globalement les investisseurs, ce qui fait un petit peu peur aux investisseurs, c'est quand même la possibilité d'avoir ce qu'on n'a pas eu. On a eu beaucoup de chance, d'une certaine manière, en 2023, de ne pas avoir cette relance chinoise que moi-même j'appelais de mes voeux. On a eu finalement de la chance de ne pas l'avoir parce que ça a permis aux pressions inflationnistes de baisser rapidement. Si on a de nouveau une tension sur les matières premières, ça veut dire quand même, y compris d'ailleurs d'un point de vue politique, le prix de l'essence aux États-Unis est un élément politique important de la campagne. On a maintenant passé les 3,5 $ le gallon d'essence aux États-Unis. On est loin, on était à 5 $ au plus haut. Mais on sait qu'en moyenne, quand on est autour de 4 $ le baril, on commence à avoir, on commence à avoir politiquement des impacts. Ça pourrait être aussi un enjeu de campagne. Donc tout ceci alimente un peu la nervosité des investisseurs. Après, on parle des matières premières, il y a le pétrole, il y a le cuivre. Ce sont les deux seuls qui montent ou est-ce qu'il y a d'autres matières premières? Globalement, les matières premières industrielles sont plutôt en train de remonter, mais il n'y a rien de spectaculaire. Aujourd'hui, ça reste quand même relativement maîtrisé. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ça remet du carburant dans l'inflation globale. Le carburant, exactement, très bien vu, oui. Mon cher David. Oui, j'ai failli la faire aussi. En fait, ce qu'on voit quand même, c'est que les indices d'inflation, y compris les indices d'inflation cœur, donc hors énergie et hors matières premières, suivent avec un décalage de quelques mois le prix du baril. Ça paraît totalement paradoxal quand on l'exprime ainsi, mais en Europe, vous prenez l'indice d'inflation cœur européen, vous le décalez de 8 mois par rapport au prix du baril, à prix du Brent, et vous avez quasiment une superposition des courbes. Ça veut dire que c'est véritablement la reine des matières premières, c'est le pétrole. Donc oui, le cuivre c'est important, c'est pour ça que j'en parle, parce que ça impacte aussi les investissements sur la transition énergétique, ça impacte énormément de choses, en particulier d'un point de vue budgétaire, et on sait que dans le budget des gouvernements, tout devient quand même extrêmement tendu. Mais la reine des matières premières, on peut le regretter, mais ça reste encore le pétrole. Quand le pétrole se tend, et effectivement là, on a un vrai mouvement de hausse du pétrole, un vrai mouvement, que ce soit sur le baril de Brent ou sur le baril de J'ai dit 15% de hausse depuis le début de l'année, c'est pas insignifiant. Non, c'est pas insignifiant. On est sur un an, on doit être à peine en hausse de 3-4% sur un an. Donc c'est pas encore très spectaculaire. Mais attention à ça parce que c'est véritablement là que se joue à la fois les pressions inflationnistes, donc les taux d'intérêt, donc une bonne partie du climat économique mondial, la stabilité du pétrole. Si on reste autour de 85 $ le baril, il n'y a pas de problème. Si on tend vers 100 $, il y aura beaucoup de nervosité. Voilà, et donc c'est légitime pour les investisseurs, on se quitte là-dessus, de douter. Absolument. Des baisses de taux à venir, surtout côté Fed, peut-être un peu moins côté BCE. Et puis on sait que les marchés ont besoin de respirer un petit peu après cette phase ascensionnelle. Non, c'est globalement une bonne nouvelle. Globalement, si on reste aujourd'hui... On est reparti à la hausse sur le CAC 40 aujourd'hui. Si on reste aujourd'hui sur, effectivement, des prix du baril en dessous de 100 $, autour de 90 $, et sur des banques centrales qui restent accommodantes avec en plus une reprise chinoise, finalement, c'est bien d'avoir ces 5, peut-être même 10% de correction à un moment donné. On en a besoin. On ne pouvait pas avoir le rythme qu'on a eu au premier trimestre. Il était intenable sur l'année. C'est normal d'avoir une respiration. C'est même probablement plutôt l'occasion de revenir. Sauf effectivement, si on a cet emballement des matières premières, là, effectivement, il faudrait être très très prudent. Donc il faut suivre le courant du pétrole. Toujours. Toujours, c'est intangible ça. Merci beaucoup, explication signée. Avec plaisir, David. Wilfried Galland, directeur stratégiste chez Montpensier Finance. Merci. Avec plaisir.